Ma femme m'a humilié aux funérailles de mon père. 3 mois plus tard, je suis rentré tôt pour Noël et je l'ai trouvé avec son patron, notre avocat, et des papiers de divorce qui m'attendaient. Pile à temps, a-t-elle dit. Puis son téléphone a sonné. Ils sont devenus livides. J'ai souri. Je m'appelle Howard Phillips. J'ai 64 ans, et pendant les 38 dernières années, j'ai travaillé comme agent de terrain pour l'IRS. Je sais ce que vous pensez. Personne n'aime le percepteur. C'est juste. Mais ce travail m'a appris quelque chose d'inestimable, comment suivre l'argent, comment repérer les schémas dans le chaos, et surtout, comment tout documenter. Ces compétences sont devenues ma plus grande arme lorsque mon monde s'est effondré. 3 jours avant Noël, je me suis réveillé seul dans la maison que j'avais entièrement payée il y a 15 ans. Pas d'odeur de café, pas de bruit de Linda se préparant pour le travail. Juste le silence. Mes parents n'étaient plus là. Maman est décédée en mai. Crise cardiaque en jardinant. Papa l'a suivi en septembre. Un AVC massif. Le médecin a dit que c'était rapide, mais je savais mieux. Il ne supportait pas l'idée d'être sans elle. Ils étaient mariés depuis 42 ans. Je devais passer Noël avec Linda et notre fille Anna au chalet familial dans le Vermont. Linda a dit qu'elle viendrait séparément à cause d'une urgence de dernière minute au travail. Cela aurait dû être mon premier indice, mais le deuil rend aveugle à l'évidence. Ce matin-là, je suis allé dans mon bureau pour chercher les vieux albums photos. Anna avait demandé des photos de ses grands-parents pour un projet. C'est là que je l'ai trouvée, coincée derrière une rangée de manuels de droit fiscal que je n'avais pas touché depuis des années. Un carnet en cuir, marron foncé, du genre que Linda disait toujours, trop vieux jeu. Pourquoi tu n'utilises pas ton téléphone comme les gens normaux, avait-elle demandé une fois. Je l'ai ouvert par curiosité. Page 1, Howard, tu dois respirer si fort quand tu manges. Page 5, peut-être si tu devenais vraiment associé dans un vrai cabinet au lieu de travailler pour le gouvernement. Page 12, personne ne veut t'entendre parler de tes ennuyeuses affaires fiscales. Howard, il y avait 49 entrées. Je les ai comptées. Chacune, une petite coupure. Une remarque dédaigneuse qu'elle avait faite au fil des ans. Mais ce n'était pas seulement ce qu'elle disait. C'était où elle le disait. Devant ses collègues à la fête de Noël de l'entreprise, au dîner de remise de diplôme universitaire d'Anna, et à la veillée de mon père. Cette dernière brûle encore. Le 24 septembre, après que nous ayons enterré papa. Nous étions à la réception, entourés de ses vieux camarades de marine et de parents éloignés. Stephen Walsh était là aussi. Le patron de Linda de Capital Trust Financial. Je l'avais rencontré quelques fois lors d'événements d'entreprise. Un beau parleur, des costumes chers, le genre de gars qui portait un parfum qui coûtait plus que mon paiement mensuel de voiture. Linda m'avait tiré à part près du buffet. Howard, tu dois circuler davantage. Arrête de rester dans un coin comme un fantôme dépressif. Steven a eu la gentillesse de venir. Le moins que tu puisses faire, c'est de faire la conversation. Je me souviens l'avoir regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis des mois. Son maquillage était parfait. Sa robe noire lui allait comme si elle avait été faite sur mesure, ce qui était probablement le cas. Et elle me regardait comme si j'étais une gêne, un fardeau qu'elle devait gérer devant les personnes importantes. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai jamais fait à l'époque. J'ai juste hoché la tête et suis allé serrer la main de personnes dont j'avais oublié les noms le lendemain matin. Mais je l'ai noté plus tard. Entrée 49, aux funérailles de papa, elle m'a fait sentir que c'était moi qui étais mort. Je me suis assis dans mon bureau ce matin de décembre, lisant chaque entrée, et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de rage, pas de chagrin, autre chose. De la clarté, peut-être. Le genre qui vient quand on cesse enfin de trouver des excuses à quelqu'un et que l'on commence à voir le schéma pour ce qu'il est réellement. Je documentais sa cruauté depuis des années sans même m'en rendre compte. Maintenant, il est temps de documenter autre chose. Les gens pensent que travailler pour l'IRS ne consiste qu'à vérifier les déclarations de revenus et à traquer les personnes qui ont oublié de déclarer leur petit boulot. Ils ont tort. Ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils ne peuvent pas savoir, c'est que certains d'entre nous font un travail différent, un travail plus profond. Pendant les 9 dernières années de ma carrière, j'ai agi comme informateur confidentiel pour la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Pas le genre d'informateur qui porte un micro et rencontre dans des parkings.
Non, mon rôle était plus discret. J'identifiais la fraude d'entreprise, les stratagèmes de blanchiment d'argent, les sociétés écrans conçues pour cacher des actifs à l'examen fédéral. J'avais l'immunité, la protection fédérale, et une ligne directe avec des procureurs qui pouvaient déplacer des montagnes lorsque les preuves étaient solides. Linda ne l'a jamais su. Elle pensait que je classais des papiers et examinais des formulaires 1040. Laissez-la le penser. Moins elle en savait sur mes capacités réelles, mieux c'était. Le matin où j'ai trouvé ce journal, j'ai passé 3 appels téléphoniques. Le premier était à Patrick Flynn, un détective privé avec qui j'avais travaillé sur une affaire il y a 5 ans. Il me devait une faveur, une grosse. Je l'avais aidé à éviter un audit de l'IRS qui aurait anéanti son entreprise lorsque son ex-femme avait tenté de le détruire avec de fausses déclarations. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Howard, a dit Flynn, sa voix rauque à cause de trop de cigarettes. Ça fait un bail. De quoi as-tu besoin? Une enquête de fond, ai-je dit. Stephen Walsh. PDG de Capital Trust Financial. Je veux tout. Registres financiers, associés commerciaux, relations personnelles, en particulier tout ce qui implique des transactions internationales ou des comptes offshore. Il y a eu une pause. C'est officiel ou personnel? Personnel, mais ça pourrait devenir officiel. Compris. Donne-moi 72 heures. Le deuxième appel était à Daniel Reeves, mon ancien superviseur à l'IRS. Il a pris sa retraite il y a 3 ans, mais il avait encore des connexions très profondes. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un examen discret des dépôts fédéraux de Capital Trust Financial, en recherchant spécifiquement les divergences dans leur rapport de rémunération des cadres et tout schéma inhabituel dans leur remboursement d'entreprise. Tu pêches ou tu as une piste, a demandé Reeves. J'ai une théorie. J'ai besoin de confirmation avant d'agir. Je vais passer quelques appels officieusement. Le troisième appel fut le plus difficile. J'ai composé le numéro de ma fille Anna et j'ai attendu que ça sonne. Elle a décroché à la 4e sonnerie, sa voix claire et joyeuse. Papa, je pensais justement à toi. On fait toujours Noël dans le Vermont? Anna, ai-je dit prudemment. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et je dois te demander de ne pas poser de questions pour l'instant. Son ton a changé. Qu'est-ce qui ne va pas? Vérifie tes emails dans environ 5 minutes. Je t'envoie un fichier vidéo. Il est protégé par mot de passe. Le mot de passe est simplifié. C'était la devise de mon père dans les marines. Anna comprendrait la signification. Papa, tu me fais peur. Je sais, mais c'est important. Regarde la vidéo. Garde-la en sécurité. Ne le dis pas à ta mère. Peux-tu faire ça pour moi? Il y a eu un long silence puis. D'accord, je te fais confiance. Après avoir raccroché, j'ai passé l'heure suivante à enregistrer un message sur mon ordinateur portable. J'ai expliqué tout ce que je soupçonnais à propos de Linda et Steven. Je lui ai montré les entrées du journal, la chronologie des nuits tardives et des mystérieux voyages de travail de Linda. Je n'avais pas encore de preuves de l'aventure, mais j'avais des schémas, et les schémas ne mentent pas. Je lui ai aussi dit autre chose, quelque chose que j'avais découvert il y a 2 mois quand j'avais accédé aux dossiers médicaux de Linda via un contact à la compagnie d'assurance. 3 procédures médicales au cours des 6 dernières années, toutes codées comme chirurgie ambulatoire, toutes facturées via le plan de santé des cadres de Capital Trust Financial, toutes planifiées pendant des semaines où Linda me disait qu'elle était à des séminaires de formation en entreprise. Les procédures étaient listées sous un code générique, mais j'avais recoupé l'établissement, une clinique de santé féminine, spécialisée dans les services de reproduction. Je ne pouvais pas prouver ce qu'étaient ces procédures. Pas encore, mais j'avais mes soupçons. J'ai terminé la vidéo par une simple déclaration. Anna, quoi qu'il arrive ensuite, quoi que ta mère te dise à mon sujet, sache ceci. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et je ne laisserai personne réécrire la vérité sur qui je suis ou ce que cette famille était censée être. J'ai crypté le fichier et l'ai envoyé. Puis j'ai fait mes bagages pour le Vermont, mais je n'allais pas attendre Noël pour arriver. J'allais 3 jours plus tôt, et je n'allais pas annoncer mon arrivée. Parfois, la meilleure façon de prendre quelqu'un au dépourvu est de se présenter quand il pense que vous êtes encore loin, encore dans l'ignorance, toujours le fou qu'il a joué pendant des années. Je n'étais plus cet homme. Le trajet jusqu'au Vermont a duré 6 heures.
Je n'ai pas écouté de musique, je ne me suis pas arrêté pour prendre un café, j'ai juste conduit à travers l'après-midi gris de décembre, mon esprit faisant des calculs, des probabilités, des résultats. Au moment où je suis arrivé dans l'allée du chalet familial, le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant tout en nuances d'orange et de rouge. La voiture de Linda était là. Le Lexus argenté de Stephen Walsh aussi. Et un troisième véhicule que je ne reconnaissais pas, une BMW noire avec des plaques de New York. Je suis resté un instant dans mon pick-up, observant la lumière chaude qui débordait des fenêtres. À travers la vitre, je pouvais voir des silhouettes bouger à l'intérieur. J'entendais de faibles rires. Il faisait la fête dans le chalet de ma famille, celui que mon père avait construit de ses propres mains il y a 40 ans. J'ai pris le sac de cadeaux emballé du siège passager. Des cadeaux que j'avais achetés des semaines auparavant, quand je croyais encore à l'illusion d'un joyeux Noël en famille. Puis j'ai marché sur le sentier enneigé et j'ai ouvert la porte d'entrée. Le rire s'est arrêté comme si quelqu'un avait coupé un fil. Linda se tenait près de la cheminée, un verre de vin à la main. Elle portait une robe rouge foncée que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière qui semblait professionnelle, délibérée. Stephen Walsh était assis sur un canapé en cuir, cravate desserrée, l'air confortable d'une manière qui me serrait la mâchoire. Et là, à la table de la salle à manger, étaient assis deux autres personnes. Un homme en costume coûteux, fin cinquantaine, avec la neutralité habituelle d'un avocat, et une autre femme que je ne reconnaissais pas, plus jeune, professionnelle, avec une tablette devant elle. Anna était là aussi, à mi-chemin des escaliers, les yeux écarquillés par un mélange de confusion et de peur. Linda s'est remise la première. Sa surprise a fondu en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Howard » a-t-elle dit, d'une voix claire et artificielle. « Tu es en avance. Nous ne t'attendions que demain. » J'ai posé le sac de cadeaux près de la porte. Changement de plan. Stephen s'est levé, tendant la main comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. « Howard, ravi de te voir. Linda a mentionné que tu nous rejoindrais pour les fêtes. J'espère que ça ne te dérange pas. J'ai amené quelques collègues. Nous étions juste en train de boucler quelques affaires de fin d'année. » J'ai regardé sa main mais je ne l'ai pas prise. Au lieu de cela, j'ai lentement balayé la pièce du regard. Les documents étalés sur la table de la salle à manger. Les verres de vin, le côté décontracté forcé des gens pris en train de faire quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Affaire de fin d'année, ai-je répété. Le 22 décembre, dans le chalet de ma famille. L'avocat s'est avancé, tendant sa propre main. Gérard Hutchkin, a-t-il dit, je représente Madame Phillips pour certaines questions financières. Nous étions juste en train d'examiner quelques documents. Puisque vous êtes là, peut-être pourrions-nous accélérer les choses. Accélérer quoi? Le sourire de Linda s'est tendu. Elle a posé son verre de vin et a pris un dossier sur la table. Howard, nous devons parler de questions pratiques. Notre mariage, les arrangements financiers. Gérard a préparé des documents qui simplifieraient les choses pour tout le monde. J'ai regardé Anna. Elle serrait la rampe de l'escalier si fort que ses phalanges étaient blanches. Elle avait regardé la vidéo que j'avais envoyée. Elle savait ce qui allait arriver. Tu arrives juste à temps pour signer, a dit Linda, tendant le dossier. Je ne l'ai pas pris. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table, écran vers le haut. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit calmement. Je pense que nous devrions attendre l'appel. Stephen a froncé les sourcils. Quel appel? Comme par hasard, son téléphone a sonné. Le son a traversé la pièce comme un coup de feu. Il l'a sorti de sa poche, a jeté un œil à l'écran, et son visage est devenu pâle. J'ai regardé la couleur s'échapper de ses joues. J'ai vu la micro-expression de pure panique avant qu'il n'essaie de la masquer. Je devrais prendre ça, a-t-il murmuré. Mets-le sur haut-parleur, ai-je dit. Pas une requête. Une déclaration. Il a regardé Linda. Elle a regardé l'avocat. L'avocat m'a regardé comme s'il réévaluait une situation qui venait de mal tourner. Stephen a répondu, Walsh ici? La voix à l'autre bout était nette, professionnelle, féminine. Monsieur Walsh. Ici Jennifer Caruso du conseil juridique du conseil d'administration. Nous avons reçu des documents concernant des irrégularités financières chez Capital Trust Financial.
Nous vous demandons de suspendre toutes les activités commerciales immédiatement et de retourner à New York. Pour un examen formel. Ceci est effectif à compter de cet appel téléphonique. Le silence qui a suivi était absolu. La main de Steven tremblait légèrement. La bouche de Linda s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. La neutralité habituelle de l'avocat s'est brisée en quelque chose proche de l'alarme. J'ai souri, pas un grand sourire, juste assez pour leur faire savoir que j'attendais exactement ce moment. Alors, ai-je dit calmement. Devrions-nous encore parler de ces documents? Steven a mis fin à l'appel avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Il a regardé Linda, puis moi, puis son téléphone comme s'il pouvait offrir une explication sur la façon dont son monde venait de s'effondrer en moins de 30 secondes. Howard, a dit Linda, sa voix maintenant aiguë, défensive. Que as-tu fait? J'ai tiré une chaise et me suis assis à la table de la salle à manger, juste en face de Gérard Hutchkin. J'ai croisé mes mains sur la table comme si nous allions négocier un accord commercial. Je fais ce que j'ai toujours fait. Je suis l'argent. Et quand l'argent ne correspond pas, je le signale aux autorités compétentes. Le visage de Steven a viré au rouge. Tu m'as dénoncé au conseil pourquoi? Des remboursements d'entreprises qui ne correspondent pas aux notes de frais. Des frais d'hôtel facturés comme développement client alors qu'aucun client n'était listé. Des réclamations d'assurance médicale traitées via les avantages sociaux des cadres pour des procédures qui n'avaient rien à voir avec vous. J'ai laissé cette dernière partie planer dans l'air. Dois-je continuer? Le verre de vin de Linda a glissé de ses doigts. Il ne s'est pas brisé, il a juste tombé doucement sur le tapis. Le liquide rouge foncé s'est étalé sur les fibres beiges comme du sang. Tu as fouillé mes dossiers médicaux? Non, ai-je dit calmement. J'ai fouillé les dossiers d'assurance médicale de l'entreprise. Il y a une différence. L'un est un document de divulgation fédérale. L'autre serait illégal. J'ai regardé Gérard. Vous devriez peut-être expliquer cette distinction à votre cliente. L'avocat s'est éclairci la gorge. Monsieur Phillips, je pense que nous devrions tous prendre un moment pour nous calmer et discuter de cela rationnellement. Je suis calme, ai-je dit. En fait, je n'ai jamais été aussi calme de ma vie. J'ai fouillé dans ma veste et j'ai sorti un document à moi. Pas les papiers de divorce que l'avocat de Linda avait préparés, quelque chose d'autre entièrement. Je les posai sur la table, les parfaitement alignés avec le bord, et les glissai à Linda. C'est le document de fiducie original que mon père a établi 3 ans avant sa mort. Je l'ai fait examiner par mon propre avocat la semaine dernière. Il est très spécifique sur les conditions dans lesquelles les actifs sont transférés. Linda l'a pris, parcourant les pages. Ses yeux se sont déplacés de plus en plus vite à mesure qu'elle lisait. Ça dit. Ça ne peut pas être vrai. Il est dit que la fiducie, qui comprend ce chalet, le portefeuille d'investissement et le domaine familial, me est transférée intégralement à la mort de mon père sous l'une des deux conditions, soit je reste marié jusqu'à l'âge de 65 ans. Soit je divorce en raison d'une inconduite conjugale vérifiée avec des preuves documentées d'infidélité ou de fraude. Gérard s'est penché pour le lire lui-même. Son masque professionnel a glissé davantage. C'est une fiducie matrimoniale conditionnelle. Je n'étais pas au courant. Madame Phillips, étiez-vous au courant de cela? Bien sûr que je ne le savais pas, a claqué Linda. Elle m'a regardé avec quelque chose proche de la haine. Ton père t'a mis une laisse d'outre-tombe. Mon père a protégé son héritage, ai-je corrigé. Il savait quel genre de personne tu étais bien avant que je ne le comprenne. Il a essayé de me prévenir lors des fiançailles. Il a dit que tu souriais trop aux autres hommes. Je pensais qu'il était juste démodé. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Il s'avère qu'il était juste observateur. Steven était resté silencieux, fixant son téléphone comme si d'autres mauvaises nouvelles pouvaient arriver à tout moment. Quelle documentation avez-vous envoyée au conseil d'administration, a-t-il finalement demandé. Tout. Les notes de frais recoupées avec les entrées de calendrier. Les images des caméras de sécurité de l'hôtel Carmine Suite vous montrant, vous et Linda, vous enregistrant ensemble à 3 reprises distinctes quand elle me disait qu'elle était à des séminaires de formation d'entreprise. Les dossiers de facturation médicale montrant des procédures codées au plan de santé des cadres de votre entreprise qui n'avaient rien à voir avec la santé des cadres. J'ai fait une pause et puis. Et il y a l'autre affaire.
Le visage de Linda est passé du rouge au blanc. Quelle autre affaire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert un dossier. Je lui ai montré une photographie. Elle avait 8 ans. Prise dans un hôpital à Albany. Un certificat de naissance partiellement visible. Nom de la mère, Linda Phillips. Nom du père, vide. Tu m'as dit que tu aidais ta cousine à organiser une adoption, que son bébé avait besoin d'un bon foyer après qu'elle soit morte en couche. Tu as même pleuré en me racontant l'histoire. Ma voix est restée égale, factuelle. Il n'y avait pas de cousine. Il n'y avait que toi, enceinte de 9 mois, donnant naissance à un fils que tu as caché pendant 8 ans. Un fils qui vit actuellement chez la sœur de Steven dans le Connecticut sous le nom de Lucas Walsh. La pièce est devenue si silencieuse que j'entendais le vent dehors secouer les fenêtres. Steven s'est effondré sur le canapé comme si quelqu'un lui avait coupé les ficelles. Son visage était passé du rouge au gris en l'espace de 30 secondes. Cet enfant, a-t-il dit d'une voix rauque. Lucas, il n'est pas. Nous avions convenu que cela resterait privé. Vous avez convenu, ai-je corrigé. Linda a convenu. Je n'ai jamais fait partie de cette conversation parce que je n'étais jamais censé être au courant. J'ai ressorti mon téléphone et j'ai fait défiler les photos. Patrick Flynn, le détective privé que j'ai engagé, il est très minutieux. Il s'avère qu'il avait un intérêt personnel dans cette affaire. Gérard s'est penché en avant. Quel genre d'intérêt personnel? Le genre qui vient d'avoir été fraudé de $1 demi-million. Je leur ai montré une photographie sur mon téléphone. C'était un document commercial daté de 12 ans. Un partenariat de développement immobilier entre Steven Walsh et Patrick Flynn. Vous vous souvenez de Patrick, n'est-ce pas, Steven? Votre ancien associé? Celui que vous avez forcé à quitter votre entreprise après le projet Atlantic Ridge. La mâchoire de Steven s'est tendue. C'était une dissolution d'entreprise légale. Il a été racheté équitablement. Il a été racheté pour 7 cents le dollar après que vous ayez manipulé l'évaluation immobilière et vendu le terrain à une société écran que vous contrôliez. J'ai posé le téléphone. Patrick a passé 3 ans à essayer de le prouver, mais vos avocats l'ont noyé sous les papiers. Cela lui a coûté son entreprise, son mariage. Cela a presque coûté sa licence de détective privé. Patrick m'avait raconté toute l'histoire autour d'un whisky il y a 2 semaines. Quand tu m'as appelé à propos de Walsh, il m'avait dit, j'y ai presque pas cru, mais je n'allais pas laisser passer une chance de lui rendre l'appareil. Il avait travaillé pro bono, fouillant chaque recoin de la vie de Steven avec un dévouement qui ne vient que d'une vengeance personnelle. Il a trouvé Lucas en 4 jours. J'ai continué, il a suivi une piste de paiements médicaux de Capital Trust Financial à une clinique pédiatrique à Hartford. De là, c'était facile. Votre sœur Karen a signé les formulaires d'inscription scolaire en tant que tutrice. Mais le contact d'urgence listait un numéro de téléphone du Connecticut enregistré à une LLC que vous possédez. La voix de Linda était à peine un murmure. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, ai-je dit. Tu as passé 8 ans à me mentir. Tu as donné naissance à l'enfant d'un autre homme et tu m'as convaincu que nous aidions un membre de la famille mourant. Tu as utilisé ma compassion comme une arme. Je me suis levé, j'ai marché vers la cheminée et j'ai regardé les flammes. Les procédures médicales, ce n'étaient pas seulement des histoires de couverture. C'étaient des interruptions, n'est-ce pas? 3 d'entre elles en 6 ans. Toutes payées par l'assurance de Steven. Le silence était suffocant. Combien de fois, Linda? Combien de fois es-tu tombée enceinte de lui et l'as-tu fait disparaître? Lucas était-il le seul que tu aies gardé, ou y en a-t-il eu d'autres? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé, des larmes coulant sur son visage, mais je ne pouvais pas dire si elle venait de la honte ou de la colère d'avoir été prise. Steven a essayé de se lever, mais ses jambes ne le soutenaient pas, c'est fou. Vous ne pouvez pas prouver que tout cela est illégal. Vous avez raison, ai-je dit calmement. Les lois sur la confidentialité médicale protègent les détails. Mais je n'ai pas besoin de prouver les procédures elles-mêmes. J'ai juste besoin de prouver que le plan de santé des cadres de Capital Trust Financial a été utilisé pour couvrir des dépenses personnelles sans rapport avec des soins médicaux légitimes. C'est une fraude à l'assurance. Un crime fédéral. Et l'IRS voit d'un très mauvais œil les avantages imposables non déclarés. Gérard tapait frénétiquement sur son téléphone. Monsieur Phillips,
Je pense que nous devons interrompre cette conversation jusqu'à ce que chacun ait une représentation légale distincte. Bonne idée, ai-je dit. Vous devriez probablement aussi leur conseiller que le FBI n'a pas besoin de leur coopération pour continuer à enquêter. La piste papier est déjà là. Le téléphone de Steven a sonné à nouveau, puis celui de Gérard, puis celui de Linda, tous en l'espace de 10 secondes. Ils ont regardé leurs écrans avec des expressions d'horreur assorties. « Qu'est-ce qui se passe » a murmuré Linda. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les pins enneigés. En ce moment même, 15 membres du conseil d'administration de Capital Trust Financial regardent une diffusion en direct de cette conversation. Ils regardent depuis que j'ai franchi cette porte. La pièce est devenue silencieuse. Tu mens, a dit Steven, mais sa voix n'avait aucune conviction. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai tenu en l'air, leur montrant l'application d'enregistrement qui tournait depuis mon arrivée. Je ne mens pas. J'ai installé un système de caméra dissimulé dans ce chalet il y a 3 jours. Vidéo et audio haute définition diffusés directement vers un serveur sécurisé qui partage le flux avec le conseil d'administration de Capital Trust depuis 17h cet après-midi. Gérard s'est penché en avant. C'est un enregistrement illégal sans consentement. Le Vermont est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour les enregistrements, ai-je dit calmement. Je suis propriétaire de cette propriété. Je consens. C'est tout ce que la loi exige. J'ai regardé Steven. Ils ont tout entendu. L'aventure, l'enfant caché, la fraude à l'assurance, les procédures médicales, tout. Le visage de Steven est passé du blanc au vert. Il s'est précipité dans la salle de bain. Je l'ai entendu vomir. Linda m'a regardé comme si j'étais un étranger. Tu as tout planifié. Tout. Oui, ai-je confirmé. Jusqu'à la minute près. Je savais que tu emmènerais Steven ici. Je savais que tu essaierais de me prendre au dépourvu avec des papiers de divorce et une intimidation légale. Alors ? Je me suis assuré que les personnes qui contrôlent réellement l'avenir de Steven regardaient quand il s'incriminait. Anna a parlé depuis les escaliers. Papa, comment savais-tu qu'il viendrait ici? Ta mère m'a envoyé un email il y a 2 semaines suggérant de passer Noël au chalet. Elle a dit que ce serait bien pour traiter notre séparation dans un espace neutre. J'ai immédiatement su que c'était un piège. Elle ne suggère jamais le chalet. Elle déteste ça ici. Elle dit que c'est trop rustique. J'ai regardé Linda, mais c'était parfait pour mes objectifs, isolé, privé et équipé d'une connexion Internet à fibre optique que j'avais installée l'été dernier spécifiquement pour cette possibilité. Gérard tapait frénétiquement sur son téléphone. Je signale cela à l'ordre des avocats du Vermont. C'est un piège. C'est une collecte de preuves, les jeux interrompus. Et vous devriez peut-être moins vous inquiéter de moi et plus de votre propre licence. Car le conseil d'administration vient de vous voir tenter de faciliter un règlement de divorce tout en étant au courant de réclamations d'assurance frauduleuses et d'un enfant caché qui crée des passifs non divulgués. Le téléphone de l'avocat a sonné. Il a répondu avec des mains tremblantes. Hutchkin ici. Son visage est devenu pâle alors qu'il écoutait. Oui, je comprends. Oui, je cesserai ma représentation immédiatement. Il a mis fin à l'appel et a regardé Linda. Je ne peux plus vous représenter. Le associé gérant de mon cabinet m'a conseillé de me retirer de cette affaire immédiatement. La voix de Linda était à peine audible. Ils vous ont viré? Il se protège de toute association avec une responsabilité pénale potentielle, a dit Gérard doucement. Il a ramassé ses papiers et est sorti sans un mot. Nous avons entendu sa voiture démarrer, puis le bruit des pneus sur le gravier alors qu'il s'éloignait. Steven est sorti de la salle de bain, pâle et en sueur. Howard, on peut trouver un arrangement. L'entreprise, le conseil d'administration, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. On peut régler ça en privé. Il est trop tard pour les arrangements privés, ai-je dit. Le conseil d'administration a déjà lancé une réunion d'urgence pour vous destituer de votre poste de PDG. Le vote a lieu en ce moment même. En fait, j'ai vérifié ma montre. Ça devrait être fini dans environ 5 minutes. Vous ne pouvez pas savoir ça, a dit Steven désespérément. Je le peux, car j'ai coordonné avec Jennifer Caruso, le conseil juridique du conseil d'administration, ces 2 dernières semaines.
Elle était très intéressée par la documentation que j'ai fournie. Surtout les parties concernant les sociétés d'investissement chinoises avec des antécédents douteux qui injectaient de l'argent dans Capital Trust Financial. Les jambes de Steven ont cédé. Il s'est effondré lourdement sur le canapé, la tête dans les mains. Le FBI vous contactera demain, ai-je continué. Ils voudront discuter des virements de Pacific Dragon Venture. C'est la société écran que vous utilisez pour recevoir des paiements de la firme chinoise, n'est-ce pas? Celle enregistrée aux îles Caïmans. Steven m'a regardé avec des yeux morts. Comment avez-vous trouvé ça? Je suis très bon à suivre l'argent, ai-je dit. Simplement. C'est ce que j'ai fait pendant 38 ans. Anna est descendue lentement les escaliers, son téléphone à la main. Elle était restée silencieuse pendant la majeure partie de cela, observant, traitant. Maintenant, elle a regardé Linda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de colère, quelque chose de plus froid. J'ai appelé Arthur, a dit Anna calmement. La tête de Linda a tourné brusquement. Arthur Walsh, le fils de Steven. Pourquoi ferais-tu? Parce que c'est mon petit ami, a dit Anna. Ça fait 8 mois, et je viens de lui raconter tout ce que j'ai entendu ce soir. La couleur s'est drainée du visage de Steven. Tu sors avec mon fils? Je sortais, a corrigé Anna, au passé, parce qu'il y a environ 10 minutes, je lui ai parlé de l'affaire de son père avec ma mère, du frère caché qu'il ne savait pas exister, et de la fraude. Elle a regardé son téléphone. Il est assez contrarié. Il dit qu'il vous suspecte depuis des années, papa. Il savait que quelque chose n'allait pas, Steven s'est levé, vacillant légèrement. Anna, Arthur n'a pas besoin d'être impliqué là-dedans. Il est déjà impliqué, a dit Anna froidement. Il a dit qu'il irait voir sa mère demain. Votre ex-femme, celle que vous avez trompée avant de commencer à coucher avec ma mère. Il va tout lui raconter. Elle a fait une pause. Il a aussi dit qu'il avait gardé des copies de certains fichiers de votre bureau à domicile. Des documents financiers que vous pensiez avoir supprimés. Il les remet au FBI. Je ne savais rien de la relation d'Anna avec Arthur Walsh. C'était une complication que je n'avais pas prévue. Mais en regardant Steven réaliser que son propre fils allait témoigner contre lui, j'ai compris que c'était une justice poétique d'un genre différent. Anna, ai-je dit doucement, tu vas bien? Elle m'a regardé, les yeux humides, mais la mâchoire ferme. Je suis en colère. Je suis blessée, mais je ne suis pas surprise. Je pense qu'une partie de moi a toujours su que maman mentait à propos de quelque chose. Je ne voulais juste pas le croire. Elle s'est tournée vers Linda. Tu m'as fait croire que papa était le problème, qu'il était froid, distant, désintéressé. Mais il n'était pas désintéressé. Il observait, documentait, préparait. Elle m'a regardé avec quelque chose comme de la fierté. Il est plus intelligent que vous deux réunis. J'ai posé ma main sur son épaule. Pourquoi ne vas-tu pas dans ta chambre un moment? Ça va empirer. Elle a hoché la tête et est retournée en haut, mais pas avant d'avoir jeté un dernier regard de pure déception à Linda. Quand elle fut partie, je sortis un autre document de ma mallette. Celui-ci portait un sceau fédéral. Avant d'aller plus loin, il y a autre chose que vous devriez savoir. Mon travail avec l'IRS n'a pas pris fin lorsque j'ai pris ma retraite. Au cours des 9 dernières années, j'ai servi d'informateur confidentiel pour la division des enquêtes criminelles. Les yeux de Steven s'écarquillèrent. Vous êtes un informateur fédéral. J'ai l'immunité pour les informations fournies de bonne foi aux enquêtes en cours. J'ai des canaux directs avec les procureurs fédéraux et j'ai ce qu'on appelle un accord de CI qui me protège des représailles ou des conséquences juridiques lorsque je signale une activité criminelle présumée. J'ai posé le document sur la table. Capital Trust Financial est sous surveillance passive depuis 18 mois. Rien de formel, juste une surveillance de routine. Mais il y a 3 semaines, j'ai signalé quelques irrégularités dans vos virements internationaux. Gérard a pris la parole, la voix tendue. Quel genre d'irrégularité? Celles qui impliquent des sociétés écrans aux îles Caïmans recevant des paiements de firmes d'investissement chinoises. Des firmes qui font actuellement l'objet d'une enquête du FBI pour d'éventuelles violations de sanctions et blanchiment d'argent. La couleur a complètement quitté le visage de Steven. Ce sont des partenariats d'investissement légitimes. Peut-être, ai-je dit.
Mais quand le FBI recoupera ses paiements avec les contrats fédéraux de votre entreprise, surtout les projets d'infrastructure que vous avez remportés grâce aux appels d'offres du ministère des Transports, ils voudront savoir pourquoi une entreprise gérant des contrats gouvernementaux sensibles accepte de l'argent d'entités signalées pour des préoccupations de sécurité nationale. Linda a enfin trouvé sa voie. Tu as dénoncé Steven au FBI. J'ai signalé des anomalies à mon responsable à l'IRS. Ce qu'ils font de cette information est leur décision. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Mais j'imagine que le FBI voudra avoir une conversation avec vous deux très bientôt, surtout quand ils apprendront les dons politiques. La tête de Steven a tourné brusquement. Quel don politique? Ce fait par votre entreprise à la campagne de réélection du sénateur Richard Ulbrook. Le même sénateur qui siège au comité des transports qui a approuvé vos contrats fédéraux. J'ai sorti un autre document. Linda a aidé à organiser ces dons, n'est-ce pas? Grâce à ses relations à la Capital Trust Financial Charity Foundation. Les mains de Linda tremblaient maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vous avez présenté Steven au sénateur lors d'une collecte de fonds il y a 18 mois. 3 semaines plus tard, Capital Trust Financial a fait un don à 6 chiffres à la campagne de Ulbrook via un PAC. 2 mois après cela, l'entreprise de Steven a remporté un contrat de 70 millions de dollars pour l'expansion d'une autoroute dans le nord de l'État de New York. Gérard s'est levé brusquement. Je conseille à mes 2 clients de cesser cette conversation immédiatement. Bon conseil, ai-je dit. Vous devriez probablement aussi leur conseiller que le FBI n'a pas besoin de leur coopération pour continuer à enquêter. La piste papier est déjà là. Le téléphone de Steven a vibré à nouveau, puis celui de Gérard, puis celui de Linda, tout cela en l'espace de 10 secondes. Ils ont regardé leurs écrans avec des expressions d'horreur identiques. Qu'est-ce qui se passe? A chuchoté Linda. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant les pins enneigés. En ce moment même, 15 membres du conseil d'administration de Capital Trust Financial regardent une diffusion en direct de cette conversation. Ils regardent depuis que j'ai franchi cette porte. La pièce est devenue silencieuse. Tu mens, a dit Steven, mais sa voix n'avait aucune conviction. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai tenu en l'air, leur montrant l'application d'enregistrement qui tournait depuis mon arrivée. Je ne mens pas. J'ai installé un système de caméra dissimulé dans ce chalet il y a 3 jours. Vidéo et audio haute définition diffusés directement vers un serveur sécurisé qui partage le flux avec le conseil d'administration de Capital Trust depuis 17h cet après-midi. Gérard s'est penché en avant. C'est un enregistrement illégal sans consentement. Le Vermont est un État où le consentement d'une seule partie est requis pour les enregistrements, ai-je dit calmement. Je suis propriétaire de cette propriété. Je consens. C'est tout ce que la loi exige. J'ai regardé Steven. Ils ont tout entendu. L'aventure, l'enfant caché, la fraude à l'assurance, les procédures médicales, tout. Le visage de Steven est passé du blanc au vert. Il s'est précipité dans la salle de bain. Je l'ai entendu vomir. Linda m'a regardé comme si j'étais un étranger. Tu as tout planifié. Tout? Oui, ai-je confirmé. Jusqu'à la minute près. Je savais que tu emmènerais Steven ici. Je savais que tu essaierais de me prendre au dépourvu avec des papiers de divorce et une intimidation légale. Alors? Je me suis assuré que les personnes qui contrôlent réellement l'avenir de Steven regardaient quand il s'incriminait. Anna a parlé depuis les escaliers. Papa, comment savais-tu qu'il viendrait ici? Ta mère m'a envoyé un email il y a 2 semaines suggérant de passer Noël au chalet. Elle a dit que ce serait bien pour traiter notre séparation dans un espace neutre. J'ai immédiatement su que c'était un piège. Elle ne suggère jamais le chalet. Elle déteste ça ici. Elle dit que c'est trop rustique. J'ai regardé Linda, mais c'était parfait pour mes objectifs, isolé, privé et équipé d'une connexion Internet à fibre optique que j'avais installée l'été dernier spécifiquement pour cette possibilité. Gérard tapait frénétiquement sur son téléphone. Je signale cela à l'ordre des avocats du Vermont. C'est un piège. C'est une collecte de preuves, les jeux interrompus. Et vous devriez peut-être moins vous inquiéter de moi et plus de votre propre licence.
car le conseil d'administration vient de vous voir tenter de faciliter un règlement de divorce tout en étant au courant de réclamations d'assurance frauduleuses et d'un enfant caché qui crée des passifs non divulgués. Le téléphone de l'avocat a sonné. Il a répondu avec des mains tremblantes. Hutchkin ici. Son visage est devenu pâle alors qu'il écoutait. Oui, je comprends. Oui, je cesserai ma représentation immédiatement. Il a mis fin à l'appel et a regardé Linda. Je ne peux plus vous représenter. Le associé gérant de mon cabinet m'a conseillé de me retirer de cette affaire immédiatement. La voix de Linda était à peine audible. Ils vous ont viré? Il se protège de toute association avec une responsabilité pénale potentielle, a dit Gérard doucement. Il a ramassé ses papiers et est sorti sans un mot. Nous avons entendu sa voiture démarrer, puis le bruit des pneus sur le gravier alors qu'il s'éloignait. Steven a émergé de la salle de bain, pâle et en sueur. Howard, nous pouvons arranger quelque chose. La compagnie, le conseil d'administration, ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Nous pouvons régler cela en privé. Il est trop tard pour les règlements privés, ai-je dit. Le conseil d'administration a déjà initié une réunion d'urgence pour vous démettre de vos fonctions de PDG. Le vote a lieu en ce moment. En fait, j'ai vérifié ma montre. Cela devrait être terminé dans environ 5 minutes. Vous ne pouvez pas savoir ça, a dit Steven désespérément. Je le peux parce que j'ai coordonné avec Jennifer Caruso, le conseil juridique du conseil d'administration, ces 2 dernières semaines. Elle était très intéressée par la documentation que j'ai fournie. Surtout les parties concernant les firmes d'investissement chinoises aux antécédents douteux qui injectaient de l'argent dans Capital Trust Financial. Les jambes de Steven ont cédé. Il s'est effondré lourdement sur le canapé, la tête dans les mains. Le FBI vous contactera demain, ai-je continué. Ils voudront discuter des virements de Pacific Dragon Venture. C'est la société écran que vous utilisez pour recevoir des paiements de la firme chinoise, n'est-ce pas? Celle enregistrée aux îles Caïmans. Steven m'a regardé avec des yeux morts. Comment avez-vous trouvé ça? Je suis très bon à suivre l'argent, ai-je dit. Simplement. C'est ce que j'ai fait pendant 38 ans. Anna est descendue lentement les escaliers, son téléphone à la main. Elle était restée silencieuse pendant la majeure partie de cela, observant, traitant. Maintenant, elle a regardé Linda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de colère, quelque chose de plus froid. J'ai appelé Arthur, a dit Anna calmement. La tête de Linda a tourné brusquement. Arthur Walsh, le fils de Steven. Pourquoi ferais-tu? Parce que c'est mon petit ami, a dit Anna. Ça fait 8 mois, et je viens de lui raconter tout ce que j'ai entendu ce soir. La couleur s'est drainée du visage de Steven. Tu sors avec mon fils? Je sortais, a corrigé Anna, au passé, parce qu'il y a environ 10 minutes, je lui ai parlé de l'affaire de son père avec ma mère, du frère caché qu'il ne savait pas exister, et de la fraude. Elle a regardé son téléphone. Il est assez contrarié. Il dit qu'il vous suspecte depuis des années, papa. Il savait que quelque chose n'allait pas, Steven s'est levé, vacillant légèrement. Anna, Arthur n'a pas besoin d'être impliqué là-dedans. Il est déjà impliqué, a dit Anna froidement. Il a dit qu'il irait voir sa mère demain. Votre ex-femme, celle que vous avez trompée avant de commencer à coucher avec ma mère. Il va tout lui raconter. Elle a fait une pause. Il a aussi dit qu'il avait gardé des copies de certains fichiers de votre bureau à domicile. Des documents financiers que vous pensiez avoir supprimés. Il les remet au FBI. Je ne savais rien de la relation d'Anna avec Arthur Walsh. C'était une complication que je n'avais pas prévue. Mais en regardant Steven réaliser que son propre fils allait témoigner contre lui, j'ai compris que c'était une justice poétique d'un genre différent. Anna, ai-je dit doucement, tu vas bien? Elle m'a regardé, les yeux humides, mais la mâchoire ferme. Je suis en colère. Je suis blessé, mais je ne suis pas surprise. Je pense qu'une partie de moi a toujours su que maman mentait à propos de quelque chose. Je ne voulais juste pas le croire. Elle s'est tournée vers Linda. Tu m'as fait croire que papa était le problème, qu'il était froid, distant, désintéressé. Mais il n'était pas désintéressé. Il observait, documentait, préparait. Elle m'a regardé avec quelque chose comme de la fierté. Il est plus intelligent que vous deux réunis. J'ai posé ma main sur son épaule.
Pourquoi ne vas-tu pas dans ta chambre un moment? Ça va empirer. Elle a hoché la tête et est retournée en haut, mais pas avant d'avoir jeté un dernier regard de pure déception à Linda. Quand elle fut partie, j'ai sorti mon téléphone et j'ai passé un appel. On a répondu immédiatement. Daniel, ai-je dit, c'est Howard. L'enregistrement est terminé. Vous pouvez le partager avec le procureur fédéral maintenant. La tête de Steven s'est levée. À qui parlez-vous? Daniel Reeves, mon ancien superviseur à l'IRS. Il a coordonné avec le FBI sur cette affaire. J'ai mis fin à l'appel et j'ai regardé Steven. Dans environ 30 minutes, des agents fédéraux arriveront pour vous poser quelques questions sur les investissements étrangers et les contributions politiques de votre entreprise. Je vous suggérerais de ne pas essayer de partir. Vous me faites arrêter? La voix de Steven était creuse. Je ne vous fais pas arrêter. Le FBI fait suite à des preuves crédibles de crimes fédéraux. Ce qui se passe ensuite dépend entièrement de vous et de vos réponses à leurs questions. J'ai pris mon manteau, mais si j'étais vous, je commencerais à penser à la coopération. Ils ont tendance à être plus indulgents avec les personnes qui les aident à monter des dossiers contre de plus gros poissons. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause et je me suis retourné. Linda, tu devrais savoir quelque chose. La fiducie que mon père a établie. Elle inclut une clause qui annule tout règlement de divorce si le divorce est demandé pour cause d'adultère avec des preuves documentées. Tu n'obtiendras la moitié de rien. Tu obtiendras ce que l'accord prénuptial spécifie. C'est-à-dire exactement rien. Son visage s'est complètement effondré. Tu as fait tes choix, ai-je dit doucement. Maintenant, tu vas devoir vivre avec. Je suis sorti dans la nuit de décembre, les laissant tous deux dans le chaos qu'ils avaient créé. 3 jours après la confrontation, je me suis retrouvé assis dans un café à Hartford, Connecticut. En face de moi était assis un garçon de 8 ans avec les yeux de Linda et le menton de Steven. Lucas Walsh, le fils de ma femme, l'enfant dont je savais l'existence depuis exactement 72 heures. Karen Walsh, la sœur de Steven, était assise à côté de lui. Elle avait accepté cette rencontre après que je l'ai appelée directement, contournant Steven entièrement. Il n'a plus son mot à dire là-dedans, m'avait-elle dit au téléphone. J'ai pris soin de Lucas depuis sa naissance. J'aime ce garçon comme s'il était le mien, mais il mérite de connaître la vérité sur ses origines. Lucas était silencieux, grignotant un muffin aux pépites de chocolat. Finalement, il m'a regardé. Êtes-vous vraiment le papa d'Anna? Oui, ai-je dit doucement. Elle est gentille, a dit Lucas. Elle est venue me voir hier. Elle m'a apporté un livre sur les dinosaures. Il a fait une pause. Elle a dit que c'est vous qui m'avez découvert. Oui. Je suis désolé que cela ait pris si longtemps. Tante Karen dit que ma maman ne voulait pas que personne sache pour moi parce que ça rendrait les choses compliquées. Sa voix était petite. Est-ce que ça veut dire qu'elle ne voulait pas de moi? Karen a posé sa main sur son épaule. Lucas, ce n'est pas si simple. Si, ça l'est, ai-je dit doucement. J'ai regardé le garçon directement. Ta mère a fait des choix qui ont blessé beaucoup de monde. Mais tu ne fais pas partie de ces choix. Tu es une personne. Tu n'as rien fait de mal. Lucas a hoché la tête lentement. Mon papa, il ne me rend pas beaucoup visite. Tante Karen dit qu'il est occupé avec le travail. Ton père est confronté à de sérieux problèmes en ce moment, ai-je dit prudemment. Des problèmes qu'il a créés lui-même. Mais ce n'est pas de ta faute non plus. Karen a pris la parole. Howard, je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de l'affaire avant la naissance de Lucas. Linda est arrivée à ma porte enceinte, en pleurant, disant qu'elle avait besoin d'aide. Je pensais que je faisais la bonne chose en l'accueillant. Vous avez fait la bonne chose, ai-je dit. Vous lui avez offert un foyer stable. C'est plus que ce que ses parents biologiques ont réussi à faire. Lucas m'a regardé avec ses yeux familiers. Anna dit que je peux parfois venir la voir. Si ça vous convient. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Bien sûr que ça convient. Anna est ta demi-sœur. La famille est la famille, quelles que soient les circonstances compliquées. Les yeux de Karen se sont remplis de larmes. Merci. J'avais peur que vous ne vouliez rien avoir à faire avec lui. C'est un enfant innocent pris au milieu d'échecs adultes, ai-je dit. J'ai passé 38 ans à enquêter sur la fraude,
mais je n'ai jamais puni quelqu'un pour être une victime. J'ai regardé Lucas. Tu mérites de connaître ta sœur, et elle mérite de te connaître. Anna avait déjà rendu visite à Lucas 2 fois. Elle m'avait appelé après la première rencontre, la voix chargée d'émotion. Papa, il est gentil, il est intelligent, et il n'a aucune idée à quel point la situation est compliquée. Puis elle avait posé la question que j'attendais. Pouvons-nous être dans sa vie? Même après tout ça, je lui avais dit la même chose que je lui disais maintenant. Tu peux choisir ta famille, Anna. Le sang ne t'oblige à rien, mais si tu le veux dans ta vie, je le soutiendrai. Lucas a fini son muffin et s'est essuyé les mains avec une serviette. Je peux vous demander quelque chose? N'importe quoi. Anna m'a montré une photo de son grand-père. Votre père? Elle a dit qu'il avait construit le chalet dans le Vermont de ses propres mains. Il a hésité. C'était une bonne personne? C'était l'une des meilleures personnes que j'ai jamais connues, ai-je dit. Fort, honnête. Il m'a appris que le caractère ne consiste pas à ne jamais faire d'erreur. Il s'agit de se relever quand les choses deviennent difficiles. J'aurais aimé le rencontrer, a dit Lucas doucement. Moi aussi, ai-je dit. Et c'était vrai. Mon père aurait adoré ce gamin. Il lui aurait appris à pêcher, à construire des choses, à mesurer 2 fois et à couper 1 fois. Il lui aurait montré ce que cela signifiait d'être un homme intègre. Karen s'est levée. Nous devrions y aller. Lucas a des devoirs. Je me suis levé aussi et j'ai tendu la main à Lucas. Il l'a serré solennellement, puis m'a surpris en me serrant dans ses bras à la place. Merci de ne pas être en colère contre moi, a-t-il chuchoté. Je l'ai serré un instant. Cet enfant qui existait à cause de la trahison mais ne méritait aucune des conséquences. Je ne pourrai jamais être en colère contre toi, Lucas. Jamais. Alors que je partais, je me suis rassis et j'ai fini mon café. Anna m'avait envoyé un SMS ce matin-là. Arthur a rompu avec moi. Il dit que sa famille est trop toxique et qu'il ne veut pas m'entraîner là-dedans. Je suis triste, mais je pense que je comprends. J'avais répondu, tu mérites quelqu'un qui n'arrive pas avec autant de bagages. Tu as 22 ans. Il y a le temps. La vérité était plus simple, cependant. Certains dommages étaient trop profonds pour être contournés. Pendant des mois après cette nuit de décembre dans le Vermont, je suis resté dans le bureau de mon père, emballant les derniers de ses livres. La maison s'était vendue au-dessus du prix demandé. La fiducie avait été entièrement transférée à mon nom. Linda avait signé les papiers de divorce sans contestation après que son avocat lui ait expliqué qu'elle n'avait aucune base légale. Stephen Walsh attendait son procès pour 14 chefs d'accusation de fraude électronique, de fraude à l'assurance et de complot en vue de commettre des pots de vin. Le FBI avait construit son dossier méthodiquement en utilisant les preuves que j'avais fournies comme fondation. Arthur avait finalement coopéré aussi, fournissant des documents supplémentaires sur les comptes offshore de son père. Capital Trust Financial avait conclu un accord avec le conseil d'administration pour une somme non divulguée et avait discrètement dissous toute la division de Stephen. Le sénateur Ulbrook avait démissionné après que des courriels divulgués aient montré l'arrangement de quid pro quo. L'enquête était en cours. Linda vivait dans un petit appartement à Albany, travaillant comme comptable pour un cabinet d'expertise comptable local. Nous ne nous parlions pas. Elle avait essayé de me contacter une fois via Anna, demandant si nous pouvions parler de clôture. J'avais renvoyé un message simple, nous sommes fermés. Anna terminait sa dernière année à Georgetown, épanouie malgré le chaos. Elle rendait visite à Lucas 1 fois par mois, bâtissant une relation avec son demi-frère qui existait indépendamment des personnes qu'il avait créées. Elle m'a dit la semaine dernière, c'est un bon gamin, papa. Il mérite mieux que ce qu'il a eu. Toi aussi, avais-je dit. Je t'ai, avait-elle répondu. C'est mieux que ce que la plupart des gens ont. Patrick Flynn, le détective privé, m'avait envoyé une bouteille de whisky cher avec un mot. Pour le bon vieux temps, ou même maintenant. Merci de m'avoir laissé aider à enterrer ce fils de putain. Je l'avais engagé pour une autre affaire, une affaire légitime cette fois. Il l'avait bien mérité. La sonnette a retenti. Je suis descendu et j'ai ouvert la porte pour trouver Daniel Reeves debout avec un dossier. J'ai pensé que tu voudrais voir ça, a dit Daniel en le tendant. Je l'ai ouvert. À l'intérieur,
il y avait une lettre formelle de la division des enquêtes criminelles de l'IRS me remerciant pour mes services d'informateur confidentiel et notant que mon témoignage avait contribué à de multiples poursuites réussies. Il y avait aussi un chèque, une récompense de dénonciateur de la Security and Exchange Commission pour avoir signalé la fraude d'entreprise chez Capital Trust Financial. Le montant m'a fait cligner des yeux, 780 000 $. La SEC verse des récompenses en fonction des fonds récupérés, a expliqué Daniel. Tes informations ont conduit à un règlement de 12 millions de $. Tu obtiens un pourcentage. Je fixais le chèque. Je n'ai pas fait ça pour l'argent. Je sais, mais la loi récompense les gens qui signalent la fraude. Tu l'as mérité. Il a fait une pause. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai pensé à Lucas. À la fiducie que mon père avait établie. À l'avenir que ce gamin méritait. Je vais créer une fiducie éducative. Pour Lucas, études supérieures complètes, école doctorale s'il le souhaite. Il n'a pas choisi ses parents, mais il peut choisir son avenir. Daniel a souri. Ton père aurait approuvé. Après son départ, j'ai appelé Anna. Je pense à enseigner, lui ai-je dit. Enseigner quoi? La comptabilité judiciaire. Il y a un programme au collège communautaire qui recherche des professeurs auxiliaires ayant une expérience réelle. Papa, tu as 64 ans. Tu ne veux pas juste te détendre? Je me détends depuis 9 mois, ai-je dit. C'est ennuyeux. Je préférerais faire quelque chose d'utile. Elle a ri. D'accord, professeur Phillips, promets-moi juste que tu ne deviendras pas un de ces professeurs qui transforment tout en histoire de guerre. Aucune promesse. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de l'étude vide. Mon père avait construit cette pièce de ses propres mains, tout comme il avait construit le chalet, tout comme il avait construit une vie basée sur l'intégrité et le travail acharné. Il avait vu clair en Linda depuis le début, avait essayé de me prévenir à sa manière subtile. Je n'avais pas écouté à l'époque, mais j'avais appris et je m'assurais que Lucas apprenne aussi. Que le caractère comptait. Que la vérité comptait. Qu'on pouvait survivre à la trahison et en ressortir plus fort. J'ai pris la dernière boîte de livres et je l'ai portée à mon camion. Le soleil se couchait, peignant le ciel en nuances d'orange et de rouge. Demain, je recommencerai à zéro dans une maison plus petite. Une vie plus simple entourée de gens qui avaient choisi de rester plutôt que de gens que j'essayais de garder. Ce n'était pas la vie que j'avais planifiée, mais c'était honnête. C'était la mienne.